La société que prépare Campanella, le kabbaliste sur la Kabbale, est la grande composante active de la franc-maçonnerie. La société que Campanella ne prépare dans la Cité du Soleil, c'est une société communiste où il n'y aura plus de mariage, où il y aura l'eugénisme, l'euthanasie, où les religions et les patries auront disparu pour être fondues dans une religion noachide. C'est absolument terrifiant ce que la franc-maçonnerie nous prépare. À partir si on accepte mon raisonnement, à savoir que si le tout est la somme des parties, si la franc-maçonnerie est la somme des 7 composantes que j'ai décrites, eh bien, ce qu'on nous prépare, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Et la pessimiste, c'est 1984 de George Orwell. Mais c'est vers là que nous allons. Alors, pour en revenir à votre ouvrage, vous insistiez donc bien sur, on peut en parler pendant quelques minutes, vous pensez que le côté le plus opératif, c'est en fait le compagnonnage? C'est parti de là. À l'origine, c'était opératif. Bon. Et puis, des érudits se sont infiltrés dans les loges opératives. Pourquoi ? Parce que je pense que là, René Guénon a raison. Il voulait trouver quelque chose d'authentique, remontant à un passé immémorial, c'est-à-dire des cérémonies, des sacrements, entre guillemets, n'est-ce pas, venant de la tradition primordiale, entre guillemets, et ils se sont dit, ça c'est très ancien, on va y entrer, et puis on va transformer ça, et à partir de là, on va transformer la société. Et c'est devenu spéculatif. Alors là-dessus est venu se greffer la Kabbale, qui est un élément moteur, et puis bien d'autres éléments dus à des érudits. Mais oui, je pense que les choses se sont passées comme ça. Alors, il y a une question que j'aurais vous poser, parce que je ne voudrais pas qu'on l'aborde en fin d'émission. C'est quelle a été la réception de vos ouvrages ? Ceux-là. Oui. Dans vos ouvrages, en fait, sur les origines, les buts et l'objectif et le mythe originel de la franc-maçonnerie. Parce qu'on pourrait dire que, est-ce que vous avez eu des problèmes, mettons des pressions, dans le cadre de l'éducation du ministère de l'Enseignement supérieur ? Pas du tout. Non, je raconte une petite anecdote dans mon livre. Lorsque j'étais jeune alors, je n'avais que 50 ans, j'ai fait une conférence dans mon université sur les origines initiatiques de la franc-maçonnerie. Et avant la conférence, je suis passé par la salle du courrier. Et là, j'ai trouvé griffonné sur une enveloppe qui m'était adressée « Les initiés auront à peau ». Alors, je suis allé faire ma conférence. J'ai montré aux étudiants, l'amphi était plein. « Regardez ce que je viens de trouver. S'il m'arrive quelque chose, vous saurez d'où ça vient. » Éclat de rire. Bon, je pense que c'était un maçon un peu agacé, de voir qu'il y avait un universitaire qui avait compris que derrière les révolutions et la révolution, il y a un mouvement gnostique et que l'on manipule les masses par les idéologies pour les conduire où l'on veut. Et les conduire où ? À un régime totalitaire. Alors, l'autre élément, c'est plutôt... Je voulais savoir si vous aviez eu des problèmes dans ce cas-là, mais surtout, quelle a été la réception de vos livres, je dirais, de la part de la franc-maçonnerie ? Parce que, ou de gens qui s'intéressent à la maçonnerie, ce qu'on appelle, je disais au début, les maçonnologues, il y en a qui ne sont pas francs-maçons, parce que vous développez des thèses qui sont vraiment nouvelles. Oui. Donc je me dis, est-ce que ça a été le silence ? Est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que vous avez des érudits francs-maçons ? Il y en a, il y a des revues qui parlent. Est-ce qu'on a discuté de le contenu de vos ouvrages ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit en disant, il faudrait poursuivre dans telle direction, c'est intéressant ? Du tout. Non, j'ai eu des collègues maçons dans l'université, mais ça a été le silence, sauf de la part d'un haut initié qui n'était pas maçon, et dont je parle, et qui m'a dit, moi j'appartiens à telle branche, voilà, mais voulez-vous être maçon ?
si vous voulez, je vous ferai entrer dans telle obédience. Alors je lui ai répondu, non, je ne peux pas, je suis catholique. Alors il s'est un petit peu énervé et il m'a dit, eh bien, mon cher ami, c'est dommage, vous avez choisi le mauvais Dieu. Voilà. Parce que pour eux... C'est QFD. Voilà. Bon, alors, et là, j'étais vraiment sur la bonne piste. Donc vos livres n'ont pas été discutés du tout. Vous n'avez pas eu de critiques en disant c'est n'importe quoi, ou en disant ça ouvre des opinions. Si, alors, si de temps en temps, quand même, sur Internet, on trouve des petites critiques en disant oui, à tel endroit, il a cité tel texte, mais en fait, le texte n'est pas authentique. C'est le texte où, je crois que c'est Pike, un initié américain. C'est la technique du pile-poule. On va vous embêter sur un micro-détail. Voilà. Oui, c'est le patron des juridictions du Sud aux États-Unis. Voilà. Alors, un texte qui lui a été attribué dans lequel il disait il y a deux dieux, un bon, un mauvais, etc. C'est tout ce que bon. Il a beaucoup. Pike a énormément écrit. Or, en fait, c'est un texte apocryphe. Bon, alors donc, je ne l'ai pas repris dans ma deuxième version, mais j'ai cité le philosophe Saint-Martin, franc-maçon, érudit, etc. Louis-Claude. Voilà, où il dit, ben voilà, je ne peux pas vous dire quel est le Dieu que nous adorons, parce que si je prononçais son nom, personne n'ajouterait foi à mes paroles. Bon, je crois que c'est assez clair. Voilà. Non, il n'y a pas eu, à part ça, vraiment de réaction. Je pense qu'ils ont intérêt à faire le gros dos. Et que si il bougeait, ça ferait de la publicité. Alors, vous savez, il est de tradition, donc il faut que je lise un certain nombre de messages, donc vous pourrez y répondre. On a eu... alors, il y a un certain nombre de messages qui recoupent, parce qu'en fait, ce que vous avez dit... Alors, vous pouvez y répondre à mesure, ou répondre ensuite, ou pas y répondre, à certains. Ne pensez-vous pas que notre société actuelle est un mélange du meilleur des mondes au niveau social... On ne va pas dire au niveau sociétal, on dirait peut-être plutôt moral, et 1984 quant à la surveillance. Bon, et justement, on parlait un peu du meilleur. Mais on y va tout droit. Mais c'est évident. Nous y sommes. Mais alors, cela se fait par petits pas. C'est ça qui est grave, voyez-vous, c'est grave. Nous perdons nos libertés, on nous surveille. Et surtout, on fait passer des lois qui préparent cette société de demain où il n'y aura plus de mariage, plus d'union stable, et je ne suis même pas sûr... Non, mais l'objectif étant l'androgynie, c'est l'indifférenciation sexuelle, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous savez, c'est un des objectifs. Non, vous savez que dans le meilleur des mondes, il y a 3 sexes. Il y a les hommes, les femmes et les neutres. Et on revient aux problématiques maçonnico-ésotéristes. Absolument. L'homme est mâle et femelle. Je vous laisse la parole, mais on est au cœur du sujet. Non. Vous définissez très bien la chose. Nous sommes en grand danger, malheureusement. Comme il n'y a que notre tendance qui attaque ces choses, nous sommes, avant même d'ouvrir la bouche, nous sommes disqualifiés. Nous sommes les seuls vrais défenseurs de la liberté et des libertés. Alors, un monsieur nous écrit, vous dites que le sacrifice, c'est moi d'ailleurs qui l'ai dit, vous dites que le sacrifice du taureau symbolise la régénération de la terre. Y a-t-il un lien avec la tauromachie, qui est la position de la franc-maçonnerie par rapport à la tauromachie ? Alors, je vais peut-être y répondre. Répondez. Mais, ce qui est vrai, le sacrifice du taureau, c'est évident. Les ouvrages qui sont parus sur le culte de Mitra expliquent que, quand même, le fondement même est le sacrifice du taureau qui est représenté sur la stèle du petit autel des célébrations à comment ça s'appelle, à San Clemente. Il y a encore la fosse sur laquelle il y avait un lit de bois sur lequel était sacrifié le taureau, ce genre de choses. Mais donc on le sait, en même temps, l'exécutant détourne la tête. Enfin, il y a toute une série de symboliques qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, puisqu'il détourne le regard en l'égorgeant à un endroit bien précis, etc. Bon, il n'y a strictement aucun lien avec la tauromachie. Et d'après ce que je sais, la franc-maçonnerie est plutôt hostile à la tauromachie. Oui, voilà. Je pense aussi. Voilà. Oui. On peut commenter rapidement en disant que l'Église, en Espagne en particulier, a toujours été extrêmement réservée, voire par certains diocèses où certains évêques ont condamné la tauromachie. C'était un vieux combat. Moi, je ne serais pas aussi sûr que vous qu'il n'y ait pas là une résurgence. Bon,
Il y a une nuance peut-être à apporter. Dans ce cas-là, les Catalans doivent être très catholiques puisqu'ils l'ont interdite en Catalogne. Est-ce que Mais ça, je crois pas qu'il est-ce que ça ne serait pas une survivance des jeux du cirque? Voilà. Oui, Enfin, mais de toute façon, c'est vrai que non, mais de toute façon, non, parce qu'on le retrouve avant, on le retrouve en Crète, etc. Oui, c'est on vrai. le voit sur les Aknossos, enfin ce genre de choses. Non, ce qu'il y a, c'est que la tauromachie actuelle date du 19e siècle. Ouais. Je vais peut-être horrifier des amateurs de corrida, mais en fait, ça ressemble pas du tout, par exemple, au dessin de Goya, où ça tenait plus de l'équilibrisme et du spectacle de cirque. Hein, Oui. avec des etc. Et où il n'y avait pas tout, il y avait très rarement en fait, mort, voilà, comme on retrouve dans la comme au corrida Portugal. portugaise. Voilà. Et la construction en fait de la tauromachie est assez tardive. Elle devient très rituelle, hein, ritualisée aujourd'hui, très stricte, etc. Mais il suffit de voir les peintures je dis Goya au 19e siècle, et avant, rien n'est ritualisé. En fait, la tauromachie, je ne veux pas horrifier les gens, mais c'est une construction assez récente. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors. Un monsieur nous écrit: je suis stupéfait sur ce que j'apprends quant à la franc-maçonnerie, et qu'elle aurait une Bible inversée pour dire qu'on doit tuer le Dieu tyran qui est notre Seigneur. J'en reste assis. Il y a de quoi, Voilà. il y a de quoi. Alors, j'arrive pas à lire la suite. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de Bible inversée, etc., on la retrouve dans toute une série d'études sur la gnose, sur l'ésotérisme, etc. Je dirais que c'est pas, et en plus, enfin, excusez-moi, et que la plupart, il faut bien comprendre, c'est pour ça que je demandais quelle avait été la réception par la franc-maçonnerie. Nombre de francs-maçons, la plupart des francs-maçons ignorent totalement ce que vous écrivez et ignorent totalement les buts de la franc-maçonnerie réelle. Oui, mais il y a quand même une exception qui me vient à l'esprit, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a un franc-maçon qui s'est converti, le docteur Caillet. Oui, puis il y en a eu d'autres. Il y en a eu le docteur Caillet qui je crois, est venu à Radio Courtelier, puis il y en a une autre récemment qui a écrit un ouvrage. Mais nombre de gens, au moins avant, je dirais, les grades intérieurs des différents ordres, enfin des différents rites, enfin, je sais pas, ignorent totalement Absolument, mais oui, les buts poursuivis, mais oui, ils n'apparaissent qu'à mesure des différents degrés. Et j'en parle parce que le docteur Caillet m'a fait l'honneur de citer Fils de la Veuve. Ça a été un des éléments qui l'ont décidé à changer d'orientation. C'est-à-dire alors, on a d'autres questions. Je suis désolé, Pierre Stader, mais on me reproche. Non, mais vous avez raison. Il a des messages vraiment de qualité. Alors, beaucoup de félicitations pour cette émission. Je pense à la pièce du Roi Pêcheur de Julien Gracq. Le Roi Pêcheur. Cela a-t-il un rapport avec votre émission? Très lointain, comme tout ce qui est traité au sujet du Graal. Oui, c'est vrai. Bon, il y a tellement de versions, même à l'époque moderne, que pour vraiment les comprendre, il faut quand même partir de Chrétien III, qui est très abordable en traduction. Les mythes traversent le temps. Oui. Et surtout, ils se réécrivent. Mais absolument. Et d'ailleurs, le grand succès d'un certain nombre d'écrivains, je pense en particulier à Michel Tournier, a été de réécrire des mythes en les mettant dans un langage plus contemporain. Mm-hmm. Puisque, par exemple, les météores, c'est le mythe des jumeaux. Le roi des aulnes, on le retrouve pas dans Saint-Christophe, etc. Ça paraît évident. Vendredi ou les lundis pacifiques, c'est le mythe du bon sauvage, etc. Et les grands écrivains réécrivent les mythes plus anciens pour les rendre abordables. C'est ce qu'a fait Chrétien III. Voilà. Alors, justement, il y a un monsieur qui nous dit, vous citez Lancelot du Lac, est-ce une légende ou a-t-il existé? Oh non, évidemment. Non. C'est un mythe, c'est sorti de la mythologie. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, les différents chevaliers de la table ronde qui apparaissent avec le roi Arthur. Il y a des exceptions quand même. Par exemple, Yvain, ou le chevalier au lion, correspond à un certain Owain, c'est-à-dire un guerrier celte qui s'est battu contre les envahisseurs saxons.
Et avec son père Urien, ce sont des Oui, personnages. mais parce qu'il y a des introductions de la même manière que la franc-maçonnerie est, compénétrée de tous les ésotérismes et de toutes les hérésies, sont des aspirateurs à l'hérésie en fait. Eh bien, le conte lui-même est pénétré d'autres mythes, quelquefois qui viennent d'histoires réelles. Donc, cette agrégation, on part de Chrétien de Troyes qui lui-même part de quelque chose de bien plus ancien, et au cours du temps, eh bien, il y a une intégration d'un mélange de faits réels, d'autres mythes, d'autres contes. Alors, un monsieur nous écrit en nous disant, il n'avait pas écouté encore, enfin, on venait de démarrer l'émission, on parle des Rose-Croix, cette société secrète a-t-elle quelque chose à voir avec la franc-maçonnerie ou est-ce quelque chose de différent? Alors, je crois que vous pouvez répondre parce que vous en parlez, c'est un des chapitres, une des facettes. C'est une des composantes de la franc-maçonnerie. Voilà. C'est une des composantes. Et vous en parlez, oui. Donc je rappelle, Jean-Claude Lozachmer, vous en parlez dans votre ouvrage, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche sur une religion d'État, donc qui vient de sortir aux éditions des Cimes. Voilà. Alors, on nous parle également, alors on a toute une série de questions assez érudites, et alors par exemple, vous nous parlez d'un personnage borgne. Vous en avez parlé à un moment dans votre intervention. Est-ce qu'il a un lieu avec Wotan, le Jupiter scandinave, le dieu borgne? C'est possible, mais je ne serai pas affirmatif. Mais c'est possible. Ça demanderait une étude approfondie. Alors, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, j'ai vu, c'est que vous le citez, je me souviens plus si c'est dans la Gnose au Graal ou des origines occultistes de la franc-maçonnerie. Bon, enfin, je sais pas si c'est vous qui êtes rentré en relation avec lui ou s'il est rentré avec lui. Vous avez eu une correspondance avec Jean Audry. Qui dirigeait la chaire d'études indo-européennes à l'université de Lyon 3, oui. Qui a publié les études indo-européennes et qui peut être considéré comme le principal continuateur de Dumézil en France, et qui est un érudit extraordinaire. J'ai vu que vous aviez, parce que vous le citez en note à plusieurs reprises. Oui, c'est un très grand chercheur. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et donc, je l'ai cité, comme j'ai cité également Louis Pratt, qui était spécialiste de linguistique comparée à Rennes 2. Donc j'ai essayé d'être aussi universitaire que possible et en même temps aussi simple que possible. C'est pourquoi quelqu'un qui aurait eu le certificat d'études d'autrefois et l'esprit curieux pourrait me lire, je pense. Alors, on a plusieurs questions et là, je voudrais que... Parce qu'on a des questions, si vous voulez, très diverses. Bon, je referai peut-être une émission sur la franc-maçonnerie, mais je suis un peu bon. Et puis, on est quand même centré sur M. Lozachmer. Donc, par exemple, on a des questions sur le Lions Club et le Rotary Club. Sont-ils des clubs francs-maçons? Ou comment se débarrasser de la franc-maçonnerie? Ou avez-vous vu les émissions de M. Moetti sur la franc-maçonnerie? Je suis désolé, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, mais on ne peut pas répondre ce soir, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on fasse 2 fois 3 heures ou 3 fois 3 heures. Ça serait hautement symbolique, mais c'est quand même compliqué. Hein. Donc, on va quand même se recentrer sur... là. Alors... Pierre Sader, vous avez peut-être intervenu. Quel est le livre qu'il faut lire pour avoir de M. Lozachmer pour avoir une idée sur la franc-maçonnerie? Je suis convaincu que c'est le dernier livre, Les racines occultistes de la franc-maçonnerie, qu'il faut lire pour appréhender même la franc-maçonnerie. Je trouve que c'est une porte d'entrée que je connais, parce que en fait, ce que l'on peut dire aussi, et je parle sous votre contrôle, monsieur le professeur, c'est que il y a quelques grands anciens qui ont travaillé sur ces sujets. Bien entendu, par premier titre, Monseigneur Join. Ensuite, on a des gens comme Pierre Virion, l'excellent Jean Vaquier, qui lui avait bien dégagé aussi ces 7 grands ésotérismes que vous présentez comme inspirateurs de la franc-maçonnerie. Oui. Jean Vaquier l'a fait, il n'était pas le premier, il le disait lui-même d'ailleurs. Mais je trouve que votre livre est le premier qui soit aussi profond et en même temps absolument accessible et pédagogique. À partir de là, le lecteur qui veut sortir justement de ce que disait Emmanuel Ratier, c'est-à-dire de tout un tas de fantasmagories sur la franc-maçonnerie, il va aller sur quelque chose d'extraordinairement simple et précis. En plus, vous avez une iconographie, des dessins, tout ça est très précis. Et c'est vraiment une bonne manière d'aborder le sujet et de comprendre ce qu'elle est.
Enfin, je dirais que Fils de la veuve, bon, qui est le premier, et quand même avec la version enrichie, bon, est quand même particulièrement intéressant pour ceux peut-être qui veulent approfondir. Bon, il est plus épais. Mais ensuite, il est plus épais que le vôtre. Et je sais que celui que vous préférez, c'est de la gnose au Graal. Enfin, je veux dire que je mais préfère. Qui est plus. Pour ceux qui voudraient connaître le corpus à partir duquel j'ai travaillé. Voilà. Qui est plus... Maintenant, je ne dirais pas que c'est le plus facile. Voilà, je crois que c'est un peu quand même plus difficile. Est-ce que pour conclure, je vous en prie, je pourrais lire une page de Monseigneur Jouin? Voilà, je vous en prie. Voilà. De toute façon, on aura peut-être encore 2 ou 3 minutes. Alors, donc allez-y. En 1928, Monseigneur Jouin, le fondateur de la Revue internationale des sociétés secrètes, écrivait ceci. Excusez-moi. Si le complot existe, celui de l'occultisme contre l'Église du Christ, s'il est de tous les temps et de toutes les parties du monde, il doit être possible, sans présomption, de le démasquer scientifiquement à force d'investigation attentive. Et rien ne vaudrait certainement contre l'occultisme cette mise en pleine lumière de ses origines, de sa fin, de ses procédés, de son histoire. Rien ne vaudrait pour la défense et l'exaltation de la Sainte Église une identification précise de tant de doctrines, d'entreprises, de rites enfin dévoilés à tous les yeux comme dérivant d'un seul et même occultisme originel, dénaturation systématique du dogme, de la morale et de la liturgie de l'Église considérée comme religion universelle de la création en nos jours. Oui, le grand secret de l'occultisme est là, c'est-à-dire non dans la découverte sensationnelle d'un aveu ou d'une accusation encore inédite, mais dans l'évidente et sereine conclusion d'une sorte de grammaire comparée du symbolisme de toutes les sectes. Car les adeptes condamnés à cacher leur vérité, entre guillemets, sous des voiles impénétrables, se sont interdits sans doute en tout temps les formules catégoriques, tant ce qu'ils enseignent répugnerait sans phare à l'esprit et au cœur des hommes. Mais pourquoi serait-il impossible de traduire en un langage accessible tant de données que nous possédons déjà sur les mystères de l'Antiquité, l'enseignement hermétique et ses initiations destinées à cacher la vérité aux profanes inattentifs, mais aussi à la présenter aux initiés sous une forme qui leur permette de s'en pénétrer selon leur degré d'intelligence, de culture et de résolution. J'arrêterai là ma lecture, mais ça se trouve dans la postface de Fils de la veuve. Et ce qu'on peut dire d'ailleurs, Pierre Stader, c'est que ça se trouvera peut-être dans quelques mois relativement facilement disponible. Bien sûr, mais voilà. On peut donner les sources. Il s'agit du numéro 1 de la revue internationale des sociétés secrètes, dite la RIS Rose, qui était la partie occultiste des travaux de la revue internationale des sociétés secrètes, donc le premier numéro 1928, où Monseigneur Jouin exposait les intentions, les voies et moyens de cette partie de la RIS. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous rappelle que je viens de recevoir pour cette première partie d'émission, qui était un peu ironiquement intitulée « La franc-maçonnerie est-elle un mythe ?», je recevais donc Pierre Stader, je dirais intervenant de plus en plus régulier à ce micro dans mon émission, et le professeur Jean-Claude Lozacmer. Donc le professeur Jean-Claude Lozacmer a signé plusieurs... qui était, enfin il est professeur retraité, mais professeur de littérature médiévale à l'université de Rennes 2, a signé tout dernièrement aux éditions des Cimes Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche sur une religion d'État, qui est un ouvrage très accessible, qui se lit facilement, enfin, dans un certain niveau, enfin il est quand même, c'est pas un ouvrage d'érudit, c'est un ouvrage dense, mais quand même facile à lire. Cet ouvrage coûte 18 €. Et il a également publié un ouvrage que je vous recommande à lire au moins par la suite, qui s'appelle « Fils de la veuve, recherche sur l'ésotérisme maçonnique », et l'édition disponible enrichie est aux éditions de Chiré. Et il a également signé de la Révolution aux éditions Sainte Jeanne d'Arc et de la gnose au Graal, aperçu sur une tradition initiatique il y a 2 ans chez le même éditeur, les éditions des Cimes.